Bien, quand on veut apprendre le karaté, la première chose à savoir faire, c'est de fermer son poing. Donc, il faut commencer par le petit doigt, on ferme bien et le pouce verrouille par-dessus. Le pouce, le fait qu'il soit par-dessus, ça permet aussi de maintenir ça dépasse moins déjà d'une part, mais ça permet de tenir les doigts, c'est-à-dire que les doigts ne pourront pas s'ouvrir facilement, alors que si je mettais mon pouce comme ceci, le problème c'est que ce n'est pas stable. Si jamais je reçois un coup à cet endroit-là, ben, j'ai vite fait de me faire une luxation au niveau du pouce, et puis ça n'empêche pas la main de s'ouvrir. Donc le pouce, il faut un peu le considérer comme un scotch qui va envelopper et qui va tenir les doigts ensemble. Et ça permet de bien travailler aussi cette partie-là qui se renforce, musculairement parlant. Alors, au niveau de la frappe, quand on donne un coup de poing, le poing, si on veut que ça arrive à plat, le poing est dans le prolongement de l'avant-bras. Si je le tiens comme ça, c'est pas une bonne chose parce que c'est cette partie-là qui va arriver. Et puis si je le prends comme ça, je vais me faire une luxation au niveau du poignet. Donc peut-être l'avoir un tout petit peu levé plutôt que trop vers le bas. Bien. Ensuite, la deuxième chose, c'est savoir donner son coup de poing. Le coup de poing de karaté de base est un coup de poing en ligne droite. On a une préparation qui se fait à la hanche, et puis j'allonge mon bras, et mon bras qui s'allonge va donner la frappe. C'est donc différent d'autres types de coups de poing circulaires, par exemple. On en a aussi en karaté, on a des coups de poing circulaires, mais la base, c'est ce coup de poing en ligne droite. C'est ce qui permet d'atteindre le plus loin, si vous voulez. Donc, vous avez un travail de tirer ce bras ici sur le côté. Vous voyez, légèrement au-dessus de la ceinture. Et après, on amène l'autre. Et on tire. Donc, vous voyez, le travail, il est de tourner sa main quand on tire ici et tourner ensuite dans l'autre sens quand on tend le bras. Alors pour quelle raison? C'est très simple, c'est que les articulations et les muscles sont faits pour travailler d'une certaine manière à un certain angle du bras. Par exemple, si je tire de cette manière-là, eh ben, j'ai mon épaule qui monte et c'est pas confortable. Ça permet d'être plus confortablement positionné et d'avoir le bras qui peut pousser plus vite et plus fort. Par exemple, si je fais des pompes comme ceci, c'est plus dur que si je fais des pompes comme cela. Donc ici, quand j'amène de l'autre côté, dans l'autre sens, alors pourquoi on retourne, pourquoi on ne resterait pas de cette manière-là et qu'on donnerait les coups de poing de cette façon-là? Eh bien, tout simplement parce que ici, à mon maximum, on voit bien que mon bras est plié. Si je veux aller plus loin, il faut que je tourne la main. C'est ce qui permet au bras de se tendre. On voit bien que ici, pour aller plus loin, il faut que je le tourne. Donc, le poing va tourner seulement dans ce moment-là, qui est la phase finale du bras qui se tend. Il faudra faire attention à ne pas tourner avant, parce que ça lève le coude et ça lève l'épaule, et puis on a tendance à taper de cette manière-là, et ça donne un mouvement un peu en rond, si vous voulez. Donc, avoir une bonne ligne droite, c'est votre base à travailler, et à travailler systématiquement. Chaque fois que vous voulez vous entraîner en karaté, commencez par ça, parce que c'est pas quelque chose d'inné, ça demande du travail, et puis c'est un bon exercice pour commencer à s'échauffer, accélérer le rythme cardiaque, se mettre dans l'ambiance de votre entraînement de karaté. Voilà. Donc
comme c'est un petit peu compliqué, on va le séparer de l'autre bras. Vous allez mettre votre main à la ceinture. C'est mieux que de l'avoir qui pend sur le côté. Et ici, le premier moment, on tourne de façon à descendre le coude et on tire. Donc le coude, vous voyez, ne dépasse pas. Ici, je tourne et je tire. Tourne et tire. Donc peut-être vous pouvez vous concentrer déjà sur ce travail de tirer. Pas forcément de pousser vers l'avant, mais au moins d'avoir ce travail qui tire. Comme si l'on voulait donner un coup de coude vers l'arrière. Hein, comme s'il y avait quelqu'un derrière et on donne un coup de coude. Allez, 1, 2, on en fait 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Allez, on fait l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours pensez à donner un coup de coude vers l'arrière. Prenez votre temps surtout. Hein. Pour l'instant, on travaille ensemble. Je vous donne un petit rythme peut-être un peu rapide pour un tout débutant, mais ça sera à vous de reprendre les mêmes exercices et puis de répéter vos mouvements, d'observer si votre travail est bien fait, si vous tournez le poing au bon moment, parce que c'est vraiment important. Hein. Tout ce que vous allez faire, votre corps va mémoriser ces mouvements-là, il va prendre des repères. Donc si vous n'êtes pas vigilant, vous prenez de mauvaises habitudes et puis après vous gardez ça longtemps parce que c'est pas évident de se remettre en question plus tard. Voilà, plus on s'entraîne, plus on a l'impression qu'on connaît et donc se remettre en question, c'est vraiment un état d'esprit que vous devez garder. Gardez un état d'esprit de débutant, tout le temps. Voilà, donc on tire, on y va, on fait une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Et maintenant, on va faire l'inverse. On va faire le bras qui se tend. Donc, on l'amène à la ceinture et vers l'avant et en tourne. Allez, 1, 2, 3. Donc, vous voyez, j'en profite pour travailler un petit peu mes hanches et mes épaules. Hein, ça accompagne. Alors, c'est assez classique quand on fait des bases, qu'on est tout débutant, dans des cours pour débutants, c'est assez classique que le professeur vous fait travailler complètement de face. Moi, j'ai fait faire ça pendant longtemps aussi, et parce que c'est comme ça que j'avais appris également. Mais je me suis aperçu, si vous voulez, à force que ça donnait de mauvaises habitudes, et il y a une histoire d'angle du bras par rapport aux épaules. Si je suis beaucoup de face, mon bras il est un peu coincé et donc j'ai tendance à taper un petit peu sur le côté. Donc le débutant il a tendance à faire ça, alors qu'en fait la cible est au milieu, hein, c'est au milieu qu'il faut frapper. Voilà. Un point remplace l'autre, on dit. Voilà. Donc, tournez vos épaules, accompagnez un petit peu, mais pas trop bien sûr. Hein. Si vous avez les pieds qui sont parallèles, eh bien naturellement on va pouvoir tourner jusqu'à un certain angle et on n'ira pas plus loin. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Le point est comme un axe ici. Hein. On dit ces deux kento, ces deux pointes ici, on dit qu'il faut les mettre dans le prolongement de l'avant-bras. Donc vous avez les os de l'avant-bras et ça se prolonge par les os qui sont ici. Donc quand on tape principalement avec ces deux-là et non pas avec ceux qui sont sur le côté, qui sont plus petits et plus fragiles. Ceux-là sont beaucoup plus costauds, donc quand on frappe, il y a une meilleure, un impact avec des os bien alignés, donc ça, on va pouvoir bien utiliser aussi la hanche, le déplacement et avoir une grande puissance à l'arrivée. Voilà.
Donc, on fait l'autre côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, vous en profitez, vous gardez votre épaule basse. Hein, il faut éviter d'avoir l'épaule en l'air. Ok, très bien. Maintenant, voyons pour faire les deux ensemble. Bien, maintenant, voyons pour mettre les deux bras ensemble. Donc, commencez par tourner celui-ci, déjà un petit peu. Et ensuite, pour continuer à le tirer en même temps qu'on amène l'autre. On commence à tourner celui-ci et ensuite l'autre. En fait, les deux ne tournent pas en même temps. Celui-ci d'abord et celui-ci ensuite. Forcément, hein, puisque c'est dans la zone qui est vers l'avant où ça tourne ici. Hein. Donc, on commence à tourner celle-là et puis quand l'autre arrive, celle-ci va tirer un petit peu plus au moment où l'autre va s'allonger. Oui. Faites ça tranquillement. Observez votre mouvement. Au niveau de la respiration, on inspire ici et on expire là. Ou alors on inspire avant, et là. Mais petit à petit, vous allez voir que vous allez commencer à inspirer à ce moment-là. Ok, allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Donc, vous voyez, chaque fois que vous allez reprendre votre entraînement de base, hein, pour vos coups de poing, eh bien, commencez déjà par travailler un seul bras. Et on a vu tout à l'heure le fait de tirer, le fait de repartir vers l'avant. Eh bien, quand vous avez un petit peu d'habitude maintenant, eh bien, vous allez d'un côté et vous allez de l'autre, et c'est exactement le même exercice. Ouais. Vous faites ça 10 ou 20 fois, vous faites ça 10 ou 20 fois. Ok, après vous prenez les deux bras et vous faites ça. Et ne pas aller trop vite au début. Vous verrez par la suite que votre mouvement, vous pouvez faire des coups de poing beaucoup plus rapides et beaucoup plus puissants, mais je vous recommande de ne pas le faire dans les premiers temps. Simplement de la petite gymnastique comme ça avec vos mouvements et ça sera très bien. Ce qui est important en karaté, c'est pas seulement de combattre, mais c'est que tous ces exercices sont excellents pour la santé. C'est comme une culture physique, une gymnastique, par des mouvements qui sont très techniques. Et ces mouvements techniques respectent vos articulations et respectent la forme de vos muscles, les angles, etc. Donc si vous savez bien utiliser vos mouvements avec de bonnes techniques et que vous répétez ça, eh bien, cette gymnastique est excellente pour la santé. On respire bien, le rythme cardiaque augmente, il y a une bonne circulation du sang et ça renforce le corps, ça renforce le système immunitaire. Deuxième mouvement que vous allez voir, c'est le blocage bas. Alors, c'est souvent le premier blocage qu'on apprend. Ils sont tous pas évidents à faire, hein, ces mouvements-là. Il y a des choses à apprendre. Par exemple, ici, quand vous préparez votre mouvement, comme c'est un blocage bas, on le prépare en haut. Parce qu'on ne va pas le faire seulement de cette manière-là. En général, on prépare les choses à partir du centre, un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous, selon la direction dans laquelle on va. Et si on va vers le bas, eh ben on prépare vers le haut. Si on va vers le haut, on prépare vers le bas. Vous voyez, ça permet une meilleure amplitude
et une meilleure puissance pour le mouvement. Donc, le Gedan Braille, on va faire la même chose que pour le coup de poing. Vous mettez une main à la hanche, et puis ici, vous préparez votre blocage, main tournée vers l'oreille, et vous tournez votre poing progressivement pour arriver avec le côté ici qui bloque. Voilà. Donc faites attention à ça. Si vous mettez le poing dans l'autre sens, le coude se lève, c'est le même problème que pour le coup de poing. Donc l'idée c'est de garder le coude bas sans exagérer, il n'y a pas besoin de le coincer. On est ici et on va le chercher loin derrière et on l'amène. Il va être important quand vous faites votre blocage de voir cette épaule en avant. On évite d'être de face. Même chose que pour le coup de poing. J'ai une question d'angle pour que le mouvement soit solide à l'arrivée. Donc, on est ici, on monte, on descend. Allez, on en fait une dizaine. Alors, vous voyez, j'utilise un petit peu mes hanches. On voit bien que ma ceinture ici, elle bouge. Mais je n'exagère pas. D'abord parce que si j'exagère par là, je m'expose ici, c'est pas une bonne chose, je risque de recevoir un coup de poing là. Et puis si je fais ça, je vais trop loin ici, j'ouvre et puis je m'expose beaucoup. Donc je garde cette épaule ici devant. Et une façon très simple, c'est de mettre un pied légèrement vers l'avant, comme ça les hanches sont naturellement positionnées. Voilà. Une fois que vous en avez fait une dizaine d'un côté, vous faites une dizaine de l'autre. Et puis après, il va être important de travailler le bras qui tire. C'est pour ça que j'ai commencé ces cours en vous faisant travailler votre coup de poing et en faisant ce mouvement en premier. Donc, quand je prépare cette main à l'oreille, l'autre est en dessous. Et on va pouvoir tirer ce bras directement ici à la hanche. Et puis, on descend l'autre. Et les deux arrivent en même temps. Donc, souvenez-vous, le coude est bas et la main ici tourne. Allez, on y va. Vous en faites une dizaine. Une dizaine ou une vingtaine. Super. Allez, l'autre côté, même chose. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Ok, très bien. Donc vous voyez, là, quand vous travaillez ce blocage, vous répétez uniquement le même côté d'abord, vous faites 10 ou 20, et ensuite 10 ou 20 de l'autre côté. Après, si vous voulez, changer de bras à chaque fois. Et changer de bras à chaque fois, c'est un petit peu compliqué, parce que il va falloir tourner les hanches et les épaules de l'autre côté quand on prépare, et ensuite bloquer. On tourne, et après on bloque. On tourne et on bloque. On tourne et on bloque. Voilà. Alors gardez bien les poings fermés tout le temps. Ça c'est important. Assez souvent, les débutants ont tendance à ouvrir les mains, mais il n'y a pas que les débutants, il y a des ceintures noires qui ont pris cette habitude aussi, et à chaque fois, ils font ce travail d'ouvrir et de fermer. Mais il faut pouvoir rester avec des poings fermés quand les techniques sont fermées,
et ensuite avoir des mains ouvertes quand on a besoin de mains ouvertes. Voilà. Il faut être capable de contrôler ça, si vous voulez, l'ouverture et la fermeture. Donc, ne prenez pas l'habitude, la mauvaise habitude d'ouvrir et de fermer. Gardez ça pour plus tard, quand vous en aurez envie. Donc, blocage d'un côté, blocage de l'autre, vous révisez ça. Donc, quand vous commencez vos entraînements, vos coups de poing, votre blocage, et tout ça, ça vous fait une bonne gymnastique et ça travaille vos passes. Alors, on va voir un autre blocage qui est le blocage à hauteur cette partie-là. Il y a 3 niveaux. Il y a la partie basse, le milieu et la partie du haut. En général, donc la partie du haut démarre de là et va jusqu'en haut. Et ensuite, ça c'est la partie du milieu et après c'est la partie basse. En japonais, ça c'est le niveau Gedan. Dan, ça veut dire niveau en japonais. Pour ça que quelqu'un qui est ceinture noire premier Dan, c'est ceinture noire premier niveau. Donc, blocage bas, c'est Gedan. Ici, c'est Shudan. Et en haut, c'est Jodan. Et le blocage que l'on va voir, ce mouvement-là, s'appelle Uchiuke. Uchiuke, c'est un blocage qui est fait pour le niveau Shudan. Voilà. Alors, quand vous préparez en dessous. C'est un mouvement qui glisse le long de l'avant-bras et qui se prépare ici en dessous. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir les 2 mains tournées dans la même direction quand on prépare et ensuite dans la même direction quand on a terminé. Vous voyez, celui-ci, c'est celui qui est sur le côté et l'autre, c'est celui qui a fait le blocage. Donc, quand je prépare, mes 2 mains sont tournées vers le bas et ensuite elles sont tournées vers le haut. Voilà. Donc mon Uchiuke que j'arrête à l'extérieur de mon épaule. Vous voyez, ce qu'il faut éviter, c'est que le blocage s'arrête trop tôt et ici le coup de poing pourrait pénétrer alors que là je dévie l'attaque de l'adversaire à l'extérieur et ça me permet ensuite de contre-attaquer si vous voulez. Donc une épaule en avant, comme pour le Gedan Barai. Si vous voulez, vous mettez une jambe devant. Et donc naturellement, vous avez les épaules dans cette direction. Donc on est ici et on en répète plusieurs. Très bien, l'autre côté. Prenez votre temps surtout. Moi, je donne un rythme un petit peu là pour vous montrer une petite dynamique si vous voulez. Mais si vous êtes vraiment débutant, prenez votre temps. Voilà. Une fois que vous avez fait un peu d'un côté, un peu de l'autre, vous pouvez voir pour tourner d'un côté et l'autre. Maintenant, on va voir le Sotouke. Sotouke, c'est également un blocage au niveau Shudan, c'est-à-dire au niveau de cette partie-là. On peut attaquer ici et là. Après, ça commence à devenir plutôt Gedan. Donc, votre Sotouke, vous le préparez sur le côté et vous tournez les épaules et les hanches. Alors, vous voyez que mon poing arrive à l'extérieur de mon épaule ici, il ne s'arrête pas avant. Il ne s'arrête pas à cet endroit-là. Aussi bien dans ce blocage, il faut arriver à l'épaule de ce côté-là, que pour Sotouke, il faut arriver de l'autre côté, sur l'autre épaule. Donc n'hésitez pas aussi à travailler devant un miroir pour vérifier ces points-là. Mon point tourne quand je le prépare. Et ici, il tourne à nouveau. Allez.
plusieurs, vous en faites une dizaine ou une vingtaine. N'hésitez pas à prendre votre temps. Et puis de l'autre côté. Alors la manière très classique de faire ce blocage, il y a beaucoup d'écoles qui vont vous faire travailler en préparant le bras loin derrière. Ça a l'avantage de travailler les hanches. Plus le bras est derrière, plus il monte. On ne le prépare pas comme ça, on le prépare ici. On voit qu'il y a d'ailleurs entre un bras et l'autre une continuité. Ce n'est pas... vous voyez, il y a un équilibre entre les deux. Voilà, ça c'est une manière assez classique. Mais plus ça va, plus dans mon enseignement, je préfère que le bras se prépare à ce niveau-là. Parce que de toute façon, c'est la manière dont vous allez faire avec des déplacements où si un adversaire vous attaque, on va bloquer, on ne va pas passer du temps à le mettre loin derrière. Donc, si vous pouvez travailler celui-ci, c'est pas plus mal. Voilà. D'un côté, et puis après de l'autre. Voilà. Comme tous les autres blocages, tout votre entraînement, révisez vos bases, vous en faites un peu d'un côté, vous faites un peu de l'autre, et ensuite vous faites une fois à droite, une fois à gauche. Très bien. Alors, maintenant, on va voir le Chodo Nageuke. Donc, c'est un blocage pour la partie haute. On le prépare en bas et on le monte. Ici aussi, vous avez un travail de rotation de la main. Cette main est tournée plutôt vers vous quand vous préparez et tourne ensuite au fur et à mesure que ça monte, de façon à faire passer l'attaque vers le haut. Alors, même chose, une épaule en avant et on prépare ici en dessous et on remonte. On en fait plusieurs d'un côté, on en fait plusieurs de l'autre. Voilà, le mouvement est vers le haut. On évite d'avoir le coude en l'air, l'épaule en l'air. On reste avec une inclinaison ici. Il ne faut pas que ce soit trop bas. Et naturellement, ça se place. Dès que je tourne ma main, ça se place assez naturellement au niveau du coude. Ma main se trouve ici, vers l'avant. C'était également le cas pour Uchi-uke, c'était également le cas pour Soto-uke, et c'était également le cas pour Gedan-barai. Vous voyez, ici, là, là et là, on retrouve de la longueur, et ce qu'il faut éviter, c'est de se retrouver proche du front. Donc restez devant ici quand vous faites vos mouvements. Alors quand vous changez de bras, première chose à faire, descendre le coude, tourner cette main, ensuite tournez, tournez vos hanches, donc pensez bien à ça, et après on monte. Ici on tourne et on monte. On tourne et on monte. On tourne et on monte. On évite de bloquer de cette manière-là, parce qu'en bloquant de cette manière-là, on ne protège pas la partie basse ici, ça a tendance à passer au-dessus. Alors il faudrait que ça puisse venir au centre d'abord et ensuite monter. Vous voyez que je protège toute la partie de mon visage ici. Et pas seulement le visage, mais aussi la gorge. Et on monte. Voilà. Tirez bien votre bras à la ceinture, c'est important. Parfait. Donc ça c'était le blocage Shodan Nageuke. On va voir un autre blocage assez que l'on voit dans les bases, parce qu'il se trouve dans vos katas de base. Vous avez 5 katas de base qui s'appellent des Heian,
Et les Heian, il y en a 5. Donc, dès le premier Heian, déjà, vous avez ce blocage. C'est celui qu'on appelle Shuto-uke. Shuto, c'est un tranchant de main, un sabre de main, on dit. Hein. Donc, quand on bloque, ben, on bloque avec ce tranchant ou l'avant-bras. De toute façon, le mouvement sera le même qu'on bloque avec l'avant-bras ou qu'on bloque avec le tranchant. Donc il y a des fois, eh ben, c'est mieux de bloquer avec l'avant-bras parce que avec ma main, je peux agripper par exemple. Que si je bloque avec mon tranchant, eh ben, j'ai rien pour agripper le bras de l'adversaire. Bon. Ça fait partie aussi des saisies si vous voulez. Comme pour le Gedan Bahai, on monte à l'oreille. Et lorsque vous arrivez ici, ben, vous tournez votre main. Donc on pourrait dire que la main travaille dans le sens opposé du Uchi-uke. On se souvient, le Uchi-uke se préparait vers le bas. Or si je fais la même chose en étant ici, on voit bien que le coude est en l'air. Donc ça, c'était valable quand c'était en dessous. Et puis, on tourne à l'arrivée. Et bien là, on fait l'inverse. Vous voyez ? Les mains tournent dans l'autre sens. Donc c'est assez intéressant parce que ça vous fait deux manières de travailler ces mouvements-là. Que les mouvements soient avec des mains ouvertes ou que les mouvements soient avec des poings fermés. Vous voyez ? Donc, ici, je prépare mon Shuto-uke. L'autre se tire là. Alors, pourquoi pas derrière ? Eh bien, tout simplement parce que mes épaules sont plus de profil. Si je me mets ici, on voit bien que mes épaules seront plus de profil que quand je travaillais mes autres blocages. Voilà. Donc, comme je suis de profil, eh bien, cette main est sur mon ventre de la même manière que si je m'étais mis plus de face, eh bien, mon poing serait à ma ceinture, ici, à la hanche, au lieu d'être sur le ventre. Donc, vous voyez, c'est une question de direction d'épaule. Hein, c'est pas vrai à 100% pour toutes les techniques, mais en tout cas pour celle-ci. Donc on pose bien au niveau du ventre. Parfois les écoles vous font monter au niveau du plexus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon c'est un travail de bras qui va vers l'arrière pour ajouter de la puissance à l'autre bras. Il y a une dynamique, si vous voulez, hein, qui s'équilibre. Il y a une action d'un côté et il y a l'autre bras qui part dans l'autre sens pour équilibrer cette action. Pour qu'au niveau du dos et de la colonne vertébrale, les muscles puissent bien tirer en même temps. Voilà. Donc, ce mouvement vers l'arrière, c'est ce qu'on appelle le ikite. Ikite. Voilà. Après, vous travaillez l'autre côté. Donc, vous voyez qu'il y a le dos qui est bien droit. Alors celui-ci est simple, hein, on a juste à faire ça. Vous voyez, la main est toujours dans la même direction. C'est l'autre qui va tourner. Contractez un petit peu en dessous pour descendre votre coude. Évitez d'aller trop bas, évitez d'aller trop sur le côté, et évitez de tourner vos épaules et vos hanches avec le mouvement. Restez bien avec une épaule devant. Le travail de hanche, c'est vraiment quelque chose de compliqué, il faut prendre le temps, il faut déjà travailler ses bases, déjà travailler ces mouvements-là. Donc vous voyez, maintenant vous avez eu le blocage bas, Gedan Bahai, Uchi-uke, Soto-uke, Chodan-nage-uke et maintenant Shuto-uke. Ce qu'il faudrait que l'on voit maintenant, c'est le travail des positions et les coups de pied, les déplacements et les coups de pied. Bien, au niveau des coups de pied maintenant, vous avez le coup de pied de face, c'est le premier coup de pied à apprendre au début. Hein. On a, donc ça sert à frapper quand l'adversaire est juste en face de nous, et puis d'avoir après le coup de poing qui peut immédiatement ou aller le saisir, qui peut immédiatement suivre, si vous voulez. Donc votre main est guérie. Mae, ça veut dire devant, et geri, c'est coup de pied. Mae geri.
On monte le genou, travaillez ça plusieurs fois, et quand vous montez votre genou, regroupez bien votre jambe. Vous voyez? Travaillez ça d'un côté, travaillez ça de l'autre. Quand vous faites cet exercice-là, pensez à positionner votre jambe avant, comme pour le Zen Kutsudachi, c'est-à-dire éviter de mettre votre pied vers l'arrière. Ça veut dire que vous êtes allé trop loin vers l'arrière et après vous allez remonter, donc vous avez cette tendance à vous déplacer et puis le genou fait ça sans arrêt. Voilà. Vous voyez si vous pouvez le garder comme pour le main aiguë, parce que c'est comme pour le Zen Kutsudachi, je veux dire. Parce que si vous faites ça, c'est justement pour pouvoir avancer et avoir de la puissance vers l'avant. Allons-y. Ok, très bien. Ça, c'est la première étape du mouvement. La deuxième étape, c'est de tendre et de ramener. Donc le mouvement se déroule et frappe vers l'avant. Que l'on pose devant ou que l'on pose derrière. Alors, si on veut arrêter la personne parce qu'elle est en train d'avancer vers nous, on fait ça et puis on reste à distance. Si on veut aller plutôt vers lui pour pouvoir suivre d'autres techniques, ben effectivement, là on pose devant. Vous avez un exercice que vous pouvez faire, c'est monter, tendre, ramener, poser. Voilà, ça c'est le truc très classique du débutant. Voilà. Ce qui lui manque, c'est la dynamique du mouvement. On tend, mais c'est un peu carré, si vous voulez. Hein. Donc, c'est mieux si vous vous entraînez à faire ça plusieurs fois. Voilà. L'endroit avec lequel on frappe au niveau du pied, c'est le dessous ici. Ça veut dire que quand je tends ma jambe, il faut que je tende mon pied aussi pour que ça tape avec la pointe, si vous voulez, orteil relevé, pour ne pas s'écraser les orteils, mais ça s'allonge. Hein, c'est un mouvement qui s'allonge. Là aussi, l'erreur du débutant, c'est de garder le pied dans la même posture du début jusqu'à la fin, et donc là, on a tendance à remonter avec la pointe de pied vers le haut. Hein, donc vous ferez attention à allonger. Voilà. Et après, à ne pas garder le pied allongé, mais on le ramène. Donc vous avez un travail comme ça à faire. Hein. Vous faites ça avec votre pied. Voilà, d'un côté et de l'autre. Le deuxième coup de pied, en général, c'est le Mawashigeri ou Yoko-geri. On va commencer par le Mawashigeri. Le Mawashigeri, c'est ce qu'on appelle le coup de pied circulaire. On monte sur le côté parce que après vous allez faire une rotation et la jambe va se dérouler avec la rotation des hanches. Voilà. Donc moi j'aime bien faire ces coups de pied là, pas trop haut. D'abord parce que ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir la jambe qui monte très haut ici. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers la cible qui est devant. Et je vais chercher à frapper plus dans ces parties-là ou dans les jambes plutôt que d'arriver au visage. Donc ici, votre premier travail, c'est de monter votre jambe et de regrouper. Hein. On retrouve l'exercice que l'on a fait pour le maïgeri. Après, c'est de tourner et de dérouler. Et on ramène la jambe quand on a terminé. Ça va nécessiter de tourner le pied d'appui. Donc là, vous allez tourner sur la pointe en essayant de reposer votre pied à plat au moment de la frappe, de ne pas rester sur la pointe trop longtemps. Donc on monte, on détend, on ramène la jambe et on pose devant. Voilà.
On en fait plusieurs. N'oubliez pas que votre premier travail, c'est ça. Donc vous en faites un peu d'un côté et vous en faites un peu de l'autre. Voilà. Et puis par la suite, eh bien, vous pouvez changer à chaque fois de jambe, à chaque fois que vous faites des grandes longueurs comme ça. C'est quelque chose que vous pouviez faire aussi pour votre main aiguerrie. On pose devant et on travaille ses mains aiguerries en avançant. Alors, troisième coup de pied que l'on va voir, ça va être le Yokogiri Kekomi. Kekomi, c'est un mouvement qui est pénétrant. Yoko, ça veut dire côté, Geri, c'est le coup de pied, et pénétrant, Kekomi. Donc ce Kekomi va servir à pousser, frapper dans le Yokogiri. Le premier exercice, c'est de le faire sur le côté. Puisque c'est un coup de pied de côté, si quelqu'un arrive sur le côté, vous pouvez le frapper ici. L'autre arrive devant, vous pouvez le frapper là. Vous voyez, vous avez aussi des coups de pied arrière. Donc, les différents coups de pied vont vous permettre de protéger différentes directions. Donc ici, je monte et quand je vais tendre sur le côté, je vais tourner très légèrement mon pied. Vous voyez, de façon à bien amener cette hanche vers l'avant. Alors si c'est compliqué, posez devant et vous ramenez après. C'est beaucoup plus simple parce que le pied d'appui a tourné et donc on le laisse tourner. Si on revient vers l'arrière, c'est tout un travail, il faut ramener le pied. C'est pas forcément la chose la plus intéressante de cet entraînement, à ce coup de pied. Ici on tourne et puis on pose. Voilà. Une chose à laquelle il faut prêter attention, c'est d'éviter d'avoir les bras qui se baladent dans tous les sens. Très souvent, le débutant, il a tendance à faire ça et puis pour essayer de trouver son équilibre. Or, l'équilibre, vous allez le trouver en tirant le poing sur le côté. Très souvent dans les katas d'ailleurs, on rajoute un mouvement de bras de façon aussi à donner une direction avec les épaules. On ne tourne pas trop le dos au mouvement. Parce que forcément, si j'ai ce mouvement-là, je ne peux pas tourner en me mettant de cette manière-là. Je reste un petit peu plus de côté. Oui. Pour l'instant, le plus important, c'est ce mouvement que l'on tire ici à la hanche. Vous montez, tendez, ramenez. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Voilà. Et vous faites ça plusieurs fois d'un côté, vous faites ça plusieurs fois de l'autre. Voilà. Et puis, ensuite, on peut faire l'exercice avec un déplacement. Donc ici, vous en avez un d'un côté et vous avez l'autre de l'autre. Chaque fois, il est important de regarder l'endroit dans lequel vous allez donner votre coup de pied. Ne restez pas à regarder devant parce que vous n'allez pas voir du tout ce que vous êtes en train de faire avec votre jambe. Et puis c'est bien de se concentrer sur la cible. Si la cible est à droite, on regarde à droite. Donc on se met en position et je regarde à droite. Je fais mon mouvement. Je regarde à gauche. Je fais mon mouvement. En fait, je regarde dans la direction dans laquelle je vais aller. Et parce que je tourne la tête, ça donne aussi le départ du mouvement, ça donne aussi la direction des hanches et la concentration, etc. Donc il n'est pas nécessaire de tourner complètement avant de partir. Vous faites ça, et puis après, vous faites de l'autre côté, et ensuite de l'autre côté. Voilà, et vous faites des longueurs de cette manière-là. Bien, on va voir
l'autre coup de pied de côté, qui s'appelle aussi un yoko-geri, puisque c'est un coup de pied de côté également, mais celui-ci, c'est un keage. Le keage veut dire remontant. C'est un mouvement qui a cette sensation de monter, monter pour la frappe. Et là, c'est bien différent du yoko-geri kekomi. On prépare avec le genou déjà en partie dans la direction. Il est à 45 degrés à peu près. Hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas droit par là, il n'est pas par ici, il est entre les deux, 45 degrés. Dans le yoko-geri kekomi, on était déjà un peu tourné. Et ça, c'était le kekomi, alors que le keage est bien différent. Le keage me permet immédiatement d'avancer dans la direction dans laquelle je viens de faire mon coup de pied. Que dans le kekomi, ici, je suis beaucoup tourné, ce qui oblige à revenir si jamais je voulais donner un coup de poing, mais assez souvent, je préférerais donner un coup de pied avec l'autre jambe en faisant une rotation, parce que ça correspond à la direction et le positionnement des jambes et des hanches. Mais il est vrai que dans les écoles, eh ben, il peut y avoir un professeur qui fait travailler le kekomi et ensuite qui fait faire le tsuki. C'est pas vraiment un problème, ça va être un gyakutsuki à ce moment-là, c'est-à-dire un coup de poing avec le bras opposé à la jambe avant. Vous avez votre yoko-geri kekomi et ensuite vous avez votre tsuki. Ouais, ça se prend des exercices assez basiques si vous voulez. Alors le keage, lui, permet de garder l'adversaire à distance, de frapper assez rapidement, parce que comme il a juste à monter, le genou commence le mouvement et la genou se déroule. Donc c'est assez rapide. Il n'y a pas de préparation, préparer, tendre, ramener, poser. Celui-ci, la préparation est tout de suite dans le mouvement. Donc, on prépare avec le pied au niveau du genou de l'autre jambe, on détend, on ramène et on pose. Ne forcez pas, hein, il faut être bien échauffé pour pouvoir faire ce mouvement, de façon à ne pas se faire mal, ne pas s'étirer les muscles ou se faire donc un claquage ou autre chose. Ouais, je sais que quand on est débutant, et on a envie d'aller vite, on a envie tout de suite de se défouler, de transpirer, et donc on peut avoir tendance à donner un coup de pied trop rapidement. Donc prenez votre temps, c'est de la technique, c'est important de savoir faire une bonne technique, et quand on sait bien la faire, là on peut aller plus vite, on peut aller plus fort, et en général c'est ça qui fait que votre niveau augmente, c'est ça qui fait que du débutant on passe à un niveau intermédiaire, de l'intermédiaire à un niveau avancé, et puis après vous avez le passage, le niveau ceinture noire et les différents niveaux de ceinture noire, puisqu'il y en a jusque 10, si vous voulez. Voilà. Donc, préparez ici, on monte, on ramène et on pose. Celui-là, c'est facile de poser derrière, comme on peut ici poser devant aussi. Hein. Mais avancer avec le keage, voilà, c'est du travail. Il faut faire ça doucement. Prendre le temps déjà de comprendre le mouvement. La frappe se fait avec le tranchant. Vous avez votre pied qui est positionné avec un tranchant. Alors que dans le kekomi, on pousse plutôt, on dit qu'on pousse avec le talon. En fait, on peut pousser avec toute la surface du pied, mais on dit de pousser avec le talon. Là, il faut arriver avec le tranchant. C'est comme si j'avais ma main ici, elle monte et puis elle frappe en remontant. Mon keage fait exactement la même chose. Ici, mon pied est positionné de cette manière-là. Comme pour le kekomi, vous voyez, si je tire un peu mon poing ici,
et ben je suis plus stable et j'évite de balader les bras. Donc pensez à travailler ce point, ça sera que du bénéfice pour plus tard pour des exercices plus complexes. Prendre de bonnes habitudes dès le début. Voilà. Donc ça c'était le Kihage. On a eu le Maegiri, le Mawashi-giri, le Yoko-giri, Kekomi et le Yoko-giri, Kihage. On va voir un dernier coup de pied qui est le coup de pied arrière. Le coup de pied arrière, c'est le même que celui qui va vers l'avant, mais il va vers l'arrière. Donc on prépare, on prend et on ramène. Et c'est un coup de pied arrière, donc j'ai le dos tourné vers mon adversaire. J'ai un adversaire qui arrive devant, je frappe là, j'ai un adversaire qui arrive derrière, je frappe ici, mais ça me permet de rester toujours dans la même direction. Parce que forcément, si je tape en tournant, ben, l'autre va arriver par ici. Donc c'est mieux dans certains cas de pouvoir donner les deux coups de pied et de rester dans la même direction. Ça n'empêche pas que mes hanches travaillent. Dans mon Maegiri, vous voyez que là, ma hanche, elle est légèrement tournée de cette manière-là, elle n'est pas complètement de face. Et ben, dans mon Maegiri, je la tourne dans l'autre sens. C'est pour ça qu'il est plus facile de poser devant que de poser derrière. Parce que ma hanche est déjà positionnée pour pouvoir poser et continuer à avancer. Donc, tourner, je fais ça et je pose. Et là, dans Ushiro-giri, c'est le coup de pied arrière, Ushiro-giri, giri. Donc ici, on monte, il va falloir tourner un petit peu les hanches de façon à ce que quand je tape, je puisse voir ce qui se passe. Et donc, pour pouvoir voir ce qui se passe, il faut que cette hanche soit tournée. Mais pour qu'elle ne soit pas trop tournée, ce qu'il faut, c'est que votre pied garde la pointe de pied vers le bas. Plus votre pied va tourner de cette manière-là, plus votre hanche va tourner aussi. C'est-à-dire que ici, je suis de dos, là, j'ai tendance donc à être de profil, et maintenant, je suis plutôt de face. Donc, plus je vais tourner, plus ça va me donner la direction de mes hanches. Alors, si vous gardez cette pointe de pied vers le bas, tendance vers le bas, donc pas horizontale, eh bien, vous avez des chances d'avoir les épaules et les hanches dans la bonne direction. Vous devriez être capable également de voir la cible par-dessus votre épaule. Donc si on reste trop comme ça, là j'ai pas de possibilité de voir. Et si je tourne trop, ben, j'ai tourné mes hanches. Alors, premier exercice de base qui sera plus simple, c'est de garder ces hanches toujours dans la même direction. Donc vous avez ramené votre jambe arrière, on la tend, on la ramène à nouveau et on la pose. Ce qu'il faut éviter, c'est de tomber la jambe immédiatement, c'est-à-dire de faire ça et de tomber. Ça, c'est vraiment une erreur classique du débutant. Quand vous avez tendu un mouvement, ramenez-le. Donc, j'amène, je frappe, j'amène, je frappe. Je pose, je veux dire. Donc, je me retrouve à faire ce travail-là. Mais c'est comme quand je faisais Maegiri. Eh bien, si jamais je fais Maegiri avec ma jambe avant, je vais faire aussi ce travail-là. Je ramène, je frappe et je ramène. Le débutant, ben oui, il a tendance à poser tout de suite, et ça, il faut vraiment éviter ce travail-là. Aller, retour. Mawashi-giri, même chose. Aller, retour. On ramène. Le retour, c'est aussi un travail. Ça fait partie aussi de votre gymnastique du mouvement. Voilà, donc une fois qu'on a travaillé avec la jambe arrière, eh bien, vous pouvez commencer avec la jambe avant. Donc si je fais la même, cette fois-ci, je vais monter, tourner, frapper, et puis normalement poser de l'eau. Voilà. Si je fais un entraînement classique, je vais faire ça. Alors
Alors ce travail-là va vous permettre de commencer à pouvoir vous déplacer en faisant une fois à droite, une fois à gauche. C'est-à-dire que ici, j'ai ma hanche devant et lorsque je vais frapper, elle va se retrouver derrière. Maintenant, c'est celle-ci qui est devant, je vais frapper, elle va se retrouver derrière. Donc vous voyez, mon coup de pied va être comme si je me déplaçais en reculant. Donc ici, je tourne la tête de l'autre côté, je tourne la tête de l'autre côté, je fais mon mouvement. Ouais. C'est là où on retrouve l'explication. Quand on tourne la tête, ça donne la direction aussi au mouvement parce que ça va influencer aussi vos épaules et vos hanches. Donc, on va reprendre ça. Je suis ici, je frappe d'un côté, je frappe de l'autre, je frappe de l'autre. Voilà. Là, c'est l'entraînement classique en reculant. Pour Mae-Geri, petite explication aussi, c'est que un Mae-Geri, ça ressemble à poser mon pied, ça ressemble aussi à me déplacer, à avancer. Parce que, également, mes hanches tournent avec mon coup de pied. Donc j'ai cette hanche devant, j'ai celle-là qui est derrière, je fais mon Mae-Geri. Quand je pose, c'est celle-ci qui est devant, c'est l'autre qui est derrière. Ensuite c'est l'autre, et ensuite c'est l'autre. Donc ce type de coup de pied vous apprend aussi par la suite à vous déplacer. Bien, pour la position, vous avez cette position ici qui est la position de base, Ashiji Dachi. C'est une position d'attente, si vous voulez, que en général, celle-ci, c'est plutôt une position de salut, souvent avec les pieds qui sont ouverts et parfois avec les pieds qui sont complètement collés. Donc, ce qui nous intéresse, c'est plutôt celle-là au départ. Quand vous faites votre travail de bras sur place, de blocage, etc., bah, c'est la position que vous pouvez commencer à avoir. Les jambes s'échauffent en faisant des déplacements, que là, bah, on fait du statique. Voilà. Après, donc, l'écartement, c'est l'écartement naturel. C'est-à-dire pas trop serré et pas trop ouvert. En général, si vous sautillez, eh ben, c'est ce que vous trouvez cet écartement naturel. On peut écarter un petit peu plus si vous voulez pour la stabilité, mais c'est en général l'écartement des épaules. Très bien. Deuxième position qu'il faudrait voir, c'est le Zenkutsudachi, c'est-à-dire la position vers l'avant. Cette position vers l'avant, vous voyez que le genou est plié de façon à me permettre d'avancer. Mon centre de gravité est plus vers l'avant, donc il est assez facile de le mettre un peu plus sur ma jambe de devant et de passer le poids de l'autre côté. Donc on tire et on pousse avec la jambe. Voilà. Quand vous faites ce travail-là, il faut garder un écartement de hanche pour la stabilité. Si vous êtes trop sur la même ligne, l'équilibre est difficile. C'est comme si vous étiez sur une corde. Et si vous êtes trop large, en fait, non seulement vous vous exposez, vous risquez de recevoir un coup en bas, mais l'autre chose, c'est qu'après, quand vous allez avancer, vous êtes trop large. Et si jamais vous regroupez les jambes et que vous repartez dans l'autre sens, ben, en fait, votre dynamique, elle part en biais. Et ce qu'il faudrait, c'est que lorsque vous avancez, la dynamique, elle aille vraiment vers l'avant et non pas sur le côté. Vous voyez, il faut éviter ça. Donc, vous avez une cible qui est devant et vous suivez cette cible parce que vous suivez votre adversaire, tout simplement. Voilà. Donc, cette posture, genou avant bien plié, c'est important. Ça, c'est souvent le défaut du débutant, mais il faut l'avoir un peu plus vers l'avant. Voilà, ça c'est Zenkutsudachi.
Et si vous voulez vous entraîner à avancer dans cette position, eh bien, ramenez et ensuite allez vers l'avant. La posture, les pieds ont une direction, si vous voulez. Le pied arrière doit être à 45 degrés. Et le pied avant, la pointe de pied légèrement à l'intérieur. Vous voyez, je n'ai pas le pied qui est ouvert, il est légèrement à l'intérieur. Alors, ça veut dire que quand je vais avancer, si je dois avoir mon pied arrière à 45 degrés, ben ça veut dire qu'il va falloir que je tourne ce pied. Il est devenu un pied arrière, donc il ne reste pas avec une pointe de pied à l'intérieur, il s'ouvre et il se met à 45 degrés. Et l'autre, pointe de pied à l'intérieur. Donc j'avance et je tourne mon pied. Vous voyez ? Même chose, si jamais je recule, en reculant, celle-ci, elle doit revenir à l'intérieur. Et l'autre, elle doit se positionner à 45 degrés. Vous voyez ? Et ça fait ce travail de rotation pour revenir. Alors vous pouvez vous entraîner comme ceci, en faisant plusieurs pas vers l'avant, et puis vous faites plusieurs pas vers l'arrière. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller vers l'avant et aller vers l'arrière. Chaque fois, on ramène ce pied à l'intérieur, un peu comme si on était en garde. Vous voyez, vous pouvez faire ce travail aussi de garde, c'est très bien pour que l'épaule soit naturellement vers l'avant. Souvenez-vous qu'il faut éviter de vous retrouver complètement de profil. Si vous faites maintenant ce travail de coup de poing, ramenez et frappez un tout petit peu après avoir posé le pied. C'est la manière débutante de travailler, de façon à ne pas tout mélanger et qu'on ne se retrouve pas de profil. Donc, je ramène et ici je frappe. Et là, commencez à tourner ce point dans cette partie-là et arriver ensuite avec l'autre. Faites ça plusieurs fois d'un côté, faites ça plusieurs fois de l'autre côté. Bien, parfait. Et souvenez-vous que à la fin, vous devez avoir cet écartement de hanche. On le voit bien sur la vidéo, on voit bien qu'il y a un écartement ici et que je n'ai pas mes jambes sur la même ligne. Le Kokutsudachi, c'est une position vers l'arrière. Les pieds sont à 90 degrés, les cuisses sont à 90 degrés. Vous voyez, on voit bien que là, cette jambe n'est pas à l'intérieur, n'est pas ouverte, mais bien droit. En fait, c'est la même jambe, la même façon de positionner le pied que pour les Zenkutsudachi. La différence, c'est que je suis presque de profil. Que, en général, dans le Zenkutsudachi, on est plutôt à tendance de face. Tendance de profil, tendance de face. Ce qu'on appelle tendance, c'est pas complètement. Je ne suis pas complètement de face et je ne suis pas complètement de profil. Voilà. Alors c'est la posture que vous allez utiliser pour votre shutoke que l'on a vu dans les blocages. Le poids un peu plus vers l'arrière, ça c'est le milieu et ça c'est un petit peu plus vers l'arrière. Pas trop vers l'arrière. Trop vers l'arrière, c'est une autre posture. C'est la posture où justement il n'y a pas de poids du tout sur la jambe avant. Et là, vous avez quand même un peu de poids sur la jambe avant, mais vous êtes plus vers l'arrière, donc ça permet de reculer assez facilement et rapidement. Le Zenkutsudachi, lui, il est fait pour avancer,
Le Kokutsudachi, il est plus fait pour pouvoir reculer. C'est plus en protection à ce moment-là. Donc, ce que vous pouvez faire comme exercice de base, relativement simple, c'est on part de la position naturelle et on recule la jambe, on la positionne, on pose le pied à 90 degrés et après on ramène. On est ici et on ramène. Ici on ramène. Voilà. Je me mets un peu de côté. Souvenez-vous que votre pied avant, il y a un doigt de pied qui est à l'intérieur. Donc si en revenant ici dans la position naturelle, vous avez tendance à légèrement écarter la pointe de pied, eh bien, en reculant, il faut repositionner un petit peu ce pied, il faut ramener très légèrement cette pointe pour que vous soyez bien positionné. Alors en général, vous avez deux parties du pied sur lesquelles vous pouvez tourner. Soit vous tournez sur la pointe, soit vous tournez sur le talon. Et il y a certains cas, c'est préférable de tourner sur les talons, et il y a d'autres cas, c'est préférable de tourner sur la pointe. Là, ça va être le cas, lorsque je ramène ici, c'est pas évident à bien positionner en tournant sur le talon. Donc, il vaudra mieux très légèrement soulever le talon et tourner sur la pointe de pied. Voilà, donc vous pouvez vous entraîner à ça. Pour se déplacer, on ramène l'autre jambe et quand on pose, eh bien, vous avez votre pied arrière qui doit tourner et qui doit se mettre à 90 degrés. Et là, il vaut mieux tourner sur le talon, parce que si vous tournez sur la pointe, petit à petit, vous frottez sur la pointe. Si vous êtes pieds nus, vous risquez de vous faire une ampoule à cet endroit-là, alors que le talon, c'est une peau qui est beaucoup plus épaisse, c'est quelque chose de rond, ça se trouve directement dans l'alignement du tibia, et donc ça tourne plus facilement. Donc ici, eh bien, il vaut mieux tourner sur le talon en avance. Vous voyez? Donc quand il y a une dynamique, c'est plus facile quand même que quand on fait ça. Par exemple là, si je fais ça, tourner sur le talon, c'est pas facile. Donc ça serait normal, si vous avez envie de tourner sur la pointe, de le faire. Mais comme je vous dis, pieds nus, il y a de fortes chances de se faire une cloque, si vous voulez. Mais avec une dynamique, quand j'avance, je prépare mon mouvement et là, oui, je peux tourner sur le talon, aussi bien à l'aller qu'au retour. Donc on voit bien que avec ces explications-là, il n'y a pas une manière très précise de faire les choses, parce que les choses se font en fonction des exercices qu'on est en train de faire. Il y a certains moments, c'est mieux la pointe de pied, à d'autres moments, c'est mieux le talon. Vous allez le découvrir progressivement. Il y a certains exercices que je vous montrerai, où je vous dirai, le moment-là, il vaut mieux tourner sur le talon. Et puis d'autres moments, je vous dirai l'inverse. Ce n'est pas que je change d'avis, mais c'est que voilà, il faut adapter en fonction de l'exercice. Donc, vous pouvez travailler ici votre Shotoke en préparant et en bloquant. Et vous faites ça plusieurs fois. Vous pouvez le faire aussi donc en reculant et en avançant, en reculant et en avançant. Très bien. Ce sont les déplacements classiques. L'autre position à voir, c'est la position du cavalier. Cavalier, c'est le Kibadachi. Dachi, ça veut dire position. Voilà. Donc, position du cavalier, mes pieds plutôt parallèles. Si on ouvre les pieds, ça devient Shikodachi. Ça change. Le Shikodachi, il est pas beaucoup employé.
dans le style Shotokan. C'est le style que je vous montre sur ces vidéos. Et c'est plutôt pied parallèle. En général, c'est pied parallèle, Ashiji-dachi, Kiba-dachi, Krokutsu-dachi. Voilà, il y a des choses qui sont très... du 45 degrés, c'est vraiment très rare. On l'a pour le salut, si vous voulez. Donc, Kiba-dachi, on dit c'est 2 fois la largeur des épaules. Là, vous allez le voir de toute façon. Hein, il faut avoir la sensation d'être posé sur les jambes, sur les pieds, et non pas d'avoir cette sensation que les jambes sont en train de s'écarter. Là, je suis beaucoup trop large, et puis si je suis comme ça, je suis trop serré. Hein, voilà. Il faut être confortable, il faut être à l'aise. Les genoux, direction des pieds, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Voilà, ça forme un dôme, si vous voulez. Alors, dans Kiba-dachi, il y a plusieurs façons de se déplacer. La première façon, c'est quand j'avance pour aller dans cette direction-là. Donc là, eh bien, je tourne et j'ouvre. Je tourne et j'ouvre. Même chose pour reculer. Donc je devrais, par exemple, bloquer et me retrouver de profil. C'est comme ça que je ferai pour me déplacer. L'autre manière de faire, c'est croiser la jambe devant. Donc la jambe qui est ici, on croise. Et après, on pose et on ouvre à nouveau. On croise et on ouvre à nouveau. Alors c'est assez particulier la manière dont on se déplace de cette manière-là, parce que on va chercher à positionner la pointe de pied au même niveau que l'autre, de façon à rester sur la même ligne. Quand je pose mon talon, après je déplace mon autre jambe. Donc uniquement la pointe, et quand j'enlève l'autre jambe, je pose le talon, le pied à plat, et j'ouvre. Voilà. Et ça me permet de rester toujours au même endroit. Parce que si je pose à plat, eh ben, en fait, je me suis décalé d'une largeur de pied, et donc petit à petit, eh ben, j'avance, et je me décale. Alors c'est pas bien gênant quand on est en combat, parce que de toute façon, on prévoit l'angle et puis à quel endroit on pose l'autre pied. Mais dans les exercices de base, ben, c'est important d'y penser. Vous avez un kata, un enchaînement de mouvements, où justement, ça va être important. C'est le premier kata supérieur qu'on appelle le Teki Shodan. Il est basé sur cette position-là. Voilà. Donc, votre travail ici, ça va être de croiser. Ici, vous faites plusieurs fois d'un côté, vous tournez la tête, vous faites plusieurs fois de l'autre côté. Oui. Ça, ce travail-là, c'est important pour qu'on ait aussi ce travail au niveau de la tête, c'est-à-dire regarder dans la direction dans laquelle on se déplace. Voilà. Tournez la tête de l'autre côté. Voilà, parfait. Alors, après, vous avez un autre déplacement qui est de j'écarte la posture et je lui reprends sa taille normale. J'écarte et je lui reprends. Ça, c'est des sursauts, si vous voulez. Mais les sursauts peuvent se faire dans n'importe quelle posture, y compris en Kokutsudachi. Hein. C'est très, très classique. C'est une manière de se déplacer. C'est le sursaut, si vous voulez. Mais on va avoir besoin de ce sursaut dans un des katas de base, qui est le troisième kata. À la fin du troisième kata, vous avez ce déplacement-là, d'un côté et de l'autre, avec le travail des bras. Donc ça, vous pouvez aussi un peu le travailler de cette manière-là. Et puis après, travailler aussi le fait de tourner et le fait de reculer comme ça. Voilà, parfait. Très bien, parfait. Donc, révisez déjà toutes ces bases, tranquillement,
les faites pas tous d'un coup. Vous prenez le coup de poing, bien sûr, ça c'est un truc, systématiquement il faut faire votre coup de poing. Ensuite, vous choisissez un des blocages, un des 4 ou 5 blocages qu'on a vus ensemble. En général, c'est un des 4 premiers parce que la position, c'est la position plus simple. La première position qu'on voit, c'est le Zenkutsudachi. Donc, tous les autres blocages, ici, on les travaille en général dans cette posture-là. En Shuto-uke, eh bien, c'est la position Kobutsu, c'est-à-dire avec le poids vers l'arrière. C'est déjà un travail un petit peu plus difficile. Voilà. Donc, coup de poing, un des blocages, et après, vous prenez un des coups de pied et vous travaillez votre coup de pied, donc votre main aiguerrie, etc. Et bien, quand vous avez fait votre entraînement, quand vous avez fait 20 fois votre coup de poing d'un côté, 20 fois votre coup de poing de l'autre, que vous avez changé ensuite un bras, puis l'autre bras, etc., ça vous fait encore une vingtaine de coups de poing, et que vous faites la même chose avec un des 4 blocages, ou un des 4 ou des 5, mais un des 4, prenez déjà les 4 premiers. Un des 4, ensuite que vous faites un des coups de pied aussi, vous avez Maegeri, Mawashigeri, Yokogeri Kekomi, Yokogeri Keage et Ushirogeri, coup de pied arrière. Donc vous prenez un de ces coups de pied-là et vous faites votre entraînement. Et bien, vous travaillez ça un jour. Une autre fois, vous voulez faire un autre entraînement, vous pouvez reprendre les mêmes si vous voulez. Il suffira de reprendre la vidéo pour voir le mouvement en question. Et puis, vous travaillez ça de façon à le perfectionner un petit peu et surtout de l'intégrer un petit peu. Et après, un autre jour, vous passez sur une autre série. Un autre, toujours le coup de poing. Un autre des différents blocages et un autre des différents coups de pied. Voilà. Et vous ne faites pas plusieurs coups de pied différents. Vous ne faites pas plusieurs blocages différents. Vous en faites un seul et l'autre un seul. Et ça fait votre entraînement. Et en général, vous allez faire 3 quarts d'heure d'entraînement, quelque chose comme ça, parce que vous pouvez faire des séries pour réviser vos mouvements. Et bien ça sera déjà très bien. N'oubliez pas aussi vos déplacements. On peut être ici, et puis on peut faire ça, et on revient. Voilà. Donc, on travaille ces postures, on travaille ces rotations des pieds, et l'air de rien, et ben, les jambes travaillent aussi. Et ils vont travailler un petit peu plus avec le coup de pied qui va davantage regrouper, tendre, etc. Voilà, je vous souhaite donc un bon entraînement. Cette vidéo, ou ces vidéos, ça dépend comment je vais les présenter sur YouTube, je vais peut-être les faire en plusieurs, je vais peut-être les faire en une seule. Eh bien, ce sont, ou c'est une vidéo pour débutants, pour voir des bases et pour vous donner cette envie de pratiquer le karaté traditionnel. Ça, c'est le karaté traditionnel. Ce n'est pas le karaté de compétition qui est vraiment très différent au niveau des dynamiques et au niveau des techniques. Mais ça, c'est le karaté que je pratique moi et que je préfère, parce que c'est un karaté qui vous fait du bien quand vous le faites. Ça vous donne une bonne, une bonne santé, un corps où les muscles travaillent bien, où ils se renforcent, ils s'épaississent sans exagérer. Il n'y a pas besoin de faire de la musculation pour avoir une épaisseur plus importante. Ce qui est important, c'est d'être en bonne santé. La musculation, parfois, on va trop loin, on veut du volume, et donc le volume, c'est pas forcément quelque chose de naturel. À part si votre vie, c'est de soulever des choses très lourdes, comme les gens qui travaillent dans le bâtiment et qui sont en train de soulever. Mais en général, quand on veut avoir des muscles épais, il ne faut pas faire des séries trop longues. Donc les gens dans les bâtiments, même quand ils soulèvent des choses, les muscles sont moins épais que ceux qui font du bodybuilding, parce qu'eux font des exercices qui sont vraiment faits pour ça. Donc ce n'est pas l'idée du karaté. L'idée du karaté, c'est d'être en bonne santé, d'avoir quelque chose qui fait travailler votre corps, que vos muscles soient
fort quand même, hein, qu'il n'est pas... si vous faites rien, les muscles sont faibles. Les muscles n'existent que parce que vous les utilisez. Si on ne les utilise pas, ils diminuent. Voilà, la nature, elle ne va pas garder quelque chose à un endroit si ce n'est pas nécessaire. Donc si vous n'utilisez pas vos muscles, si vous êtes tous les jours sur un ordinateur, etc., que vous ne bougez pas, que vous n'êtes pas sportif, ben, les muscles, forcément, ils sont un petit peu maigrichons. Et en travaillant du karaté, ils vont s'épaissir, ils vont se renforcer, mais sans trop. Parce que ce sont des mouvements qui sont faits dans le vide, donc on gagne en vitesse, en explosivité, si vous voulez, en dynamisme, mais pas en volume important. Voilà. Et donc, ça s'adresse à des débutants. Je vous souhaite vraiment, avec ça, de bien travailler. Vous pouvez très bien acheter aussi un petit livre qui existe dans le commerce, où vous aurez tous les noms des différents mouvements, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, etc. Ou vous cherchez sur Internet un peu, mais voilà. Je vous souhaite bon entraînement, et puis au plaisir de se revoir dans une autre vidéo. Bien, maintenant que vous avez fait votre entraînement, que votre corps a travaillé, s'est échauffé, vous avez transpiré un petit peu, le rythme cardiaque a augmenté, vous vous êtes concentré sur des techniques, donc vous avez aussi au niveau concentration, vous avez pensé à vos mouvements, donc tout ça vous allez le relaxer en faisant une petite méditation que vous pouvez faire soit en vous mettant sur les genoux comme les Japonais, hein, c'est-à-dire cette position-là. Vous êtes assis sur vos talons, ce qui fait que votre dos est naturellement vertical, sans avoir besoin de forcer. Que si vous vous mettez avec les jambes croisées, eh bien si vous n'êtes pas très souple, vous avez tendance à avoir le dos qui est arrondi et puis tendance à partir vers l'arrière. Donc vous allez compenser sans arrêt en cherchant à vous contracter, vous ne serez pas aussi décontracté que ça. Ouais. Donc en général, quand on fait de la méditation avec cette position-là, on met un petit coussin sous les fesses qui va remonter cette partie-là et on va être posé plus naturellement, plus redressé. En karaté, à la fin du cours, on a ce qu'on appelle le mokuso, et le mokuso c'est une petite méditation qui ne dure pas longtemps, 1 à 2 minutes maximum, et ça permet de retrouver le calme avant de se lever et puis d'aller prendre sa douche si vous êtes chez vous, que vous avez envie de prendre votre douche. Voilà. Donc les mains en général, hein, vous les mettez sur les cuisses. D'autres vont aimer avoir cette posture qui est un petit peu plus classique de méditation, mais en général, dans les cours de karaté, c'est plutôt les mains de ce côté-là. Voilà. Donc mettez-vous dans cette position, vous fermez vos yeux, vous vous relaxez, vous respirez profondément, voilà, des grandes respirations tranquilles, et on se décontracte. Décontractez vos épaules, décontractez vos bras, et décontractez aussi votre pensée de façon à enlever la tension que vous auriez pu mettre au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Très bien, parfait. Bien, ben je vous remercie. Comme je vous disais, on se reverra dans une autre vidéo. Je ferai peut-être une vidéo avec un entraînement type. Du début jusqu'à la fin, on fera l'entraînement ensemble. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.
comment mettre son kimono pour l'entraînement? Vous avez ici le pantalon avec des passants, soit un passant au milieu, soit deux passants de cette manière-là, et le cordon. Donc c'est un cordon qui fait le tour, hein, qui commence par l'arrière, qui repasse devant, il repasse encore derrière et il redépasse de l'autre côté. Voilà, donc ça permet de serrer le pantalon comme une bourse, si vous voulez. Une fois que c'est serré, ça passe à l'intérieur du passant, comme je vous disais, hein, sur certains kimonos, la manière classique, c'est d'avoir un seul passant au milieu. Donc, quand on le passe au milieu, on fait le nœud sur le côté, tout simplement. Et là, vous refermez comme vous feriez un nœud de chaussure. Voilà. La veste, c'est un petit peu le même principe au niveau du nœud. Vous avez un côté qui vient à l'intérieur, c'est le côté droit. Ensuite, le côté gauche. En général, donc pour les femmes, c'est plutôt l'inverse. Et vous avez ici un cordon que vous récupérez. Pareil, hein, une petite rosette, c'est très bien, c'est facile à enlever après. Et l'autre côté ici. Alors, ça, c'est des kimonos de karaté. Hein. Les kimonos de judo, vous ne pouvez pas avoir des cordons parce que la personne tire dessus, le partenaire tire dessus, ça les arracherait. Mais en karaté, ça permet d'avoir la veste toujours bien fermée, ce qui n'est pas le cas dans les kimonos de judo qui s'ouvrent en permanence. Pour mettre la ceinture, maintenant, donc, vous prenez le milieu, hein, donc vous vous embêtez pas, il faut que les deux côtés soient identiques, et vous prenez le centre, vous le posez sur le ventre. Vous croisez derrière, là c'est important, on croise derrière, c'est ce qui permet de maintenir les deux morceaux ensemble, et ensuite vous revenez devant, et vous posez un des deux dessus que vous remontez par l'intérieur et là vous avez pris les deux parties. Et celle qui est au-dessus, vous la passez par-dessus l'autre et on revient à l'intérieur. Voilà. Ça permet d'avoir un nœud qui est horizontal. En général, on ne fait pas attention, on fait deux fois le même, et si on fait deux fois le même, eh ben, le problème c'est que vous en avez un qui va se retrouver vertical, parfois il y en a un qui est horizontal et l'autre vertical, ça on évite bien sûr, hein, on fait un nœud qui est horizontal. Dans la marine c'est ce qu'on appelle le nœud plat. Voilà. Et puis important c'est d'avoir les deux parties. Là j'ai un pull donc ça prend beaucoup de place, mais la ceinture est un petit peu plus longue et les deux sont de la même longueur. Donc c'est important là aussi d'avoir quelque chose de propre et de correct. Vous commencez par étaler la veste. Vous voyez, quand vous vous habillez, vous avez un côté qui vient sur l'autre. Hein, pour l'homme, c'est le côté gauche qui vient sur le côté droit. Et pour la femme, c'est l'autre, en général. Mais ce n'est pas une règle qui est très respectée en France, parce que les cordons, de toute façon, tels qu'ils sont cousus là, sont plus faits pour pouvoir récupérer celui qui est en dessous, avec un nœud classique, hein, quand vous vous habillez, vous faites un nœud comme les nœuds de chaussures, et puis après vous avez l'autre qui se place de l'autre côté ici, avec l'autre, voilà. Alors c'est assez classique aussi d'avoir l'écusson de l'école. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer
quand vous êtes en train de vous habiller et que vous mettez la veste sur vous. Mais pour le transport, donc, vous faites de cette manière-là. Vous récupérez le pantalon que vous mettez au milieu et vous refermez ici. Voilà. Et là, comme ça ou comme ça. Le pantalon dépasse. Voilà. Et en général, il le plie plusieurs fois comme ça. Vous pouvez le mettre dans votre sac, mais très souvent les Japonais transportaient aussi leur kimono avec la ceinture. Ça leur permettait de prendre le kimono comme un baluchon sur l'épaule. Voilà. Ça, c'est la manière classique de faire. Alors bien sûr, hein, si c'est pour que ce soit beau, vous faites en sorte que les deux longueurs de ceinture soient exactement identiques, et pour ça, vous prenez le milieu, vous posez le milieu dessus, on fait le tour. Vous pouvez même prendre les deux ici si vous voulez, vous pouvez faire même un troisième tour si vous préférez. Voilà. Enfin, moi je ne m'embête pas, hein. Je mets mon kimono dans le sac directement et puis ma ceinture est pliée directement aussi.